Alors, chers collègues, heureux de vous retrouver, tous et toutes, des deux côtés de cette chambre. Nous sommes en présence de M. Steven Lachance, expert en cybersécurité. Monsieur, bienvenue parmi nous. Vous êtes le dernier, mais non le moindre, de cette importante consultation. Merci de vous joindre à nous. Vous disposez d'une période de 10 minutes. Merci. Bonjour tout le monde, chers ministres et chers députés. Merci de me faire l'honneur de m'inviter à m'entraîner avec vous aujourd'hui. Steven Lachance, je suis programmeur et entrepreneur en technologie essentiellement depuis l'âge de 15 ans, militant de longue date en tout ce qui gravite autour des enjeux de sécurité des données personnelles et vie privée. Dans la dernière année, j'ai fréquemment été amené à contribuer à titre d'analyste en technologie et cybersécurité dans différents médias, dont TVA, Radio-Canada, CBC, CTV, etc. J'aimerais aujourd'hui débuter en faisant un survol là, de deux des sujets où j'ai été amené là, à contribuer davantage dans la dernière année. Le premier, c'est celui du passeport vaccinal. Permettez-moi là, de passer en rafale là, une analyse là, du bon et du mauvais de ce dossier-là. Question donc un peu de mettre la table là, pour ce qui suivra. En commençant avec le bon, ce que Québec a fait, c'est qu'on a retenu là, la meilleure technologie existante, un standard international là, open source. On a donné ensuite le développement de ça à une PME d'ici. On a fait preuve d'un leadership au Canada. On était les premiers au Canada et ensuite toutes les provinces ont suivi. Ça a permis une interopérabilité entre ici et ailleurs, maintenant que tout le monde, ainsi que d'autres États américains, ont la même technologie. Et le système reposait là, sur la minimisation des données. Donc, il n'y a pas de base de données centralisée et donc, il n'y a pas de suivi des déplacements possibles et il n'y a rien à voler. Donc, ça, c'est des très bonnes choses. Par contre, si on regarde au niveau des moins bonnes, selon moi, il y a eu un certain manque de transparence dans le processus décisionnel là, qui s'est fait un peu là, derrière des portes closes. Le développement des applications, lui, du portail et l'hébergement, tout ça, c'est fait par la même firme externe privée. Le sort des données est laissé entre les mains de cette firme privée-là. Le code source de ce qui a été développé au Québec est resté fermé, n'a pas été partagé. Conséquemment, il y a eu un dédoublement entre chaque province et aucun réel partage là, à l'international. C'était le premier dossier. Le deuxième, c'est celui de Terre-Neuve, le cas de la cyberattaque contre le ministère de la Santé de Terre-Neuve qui est survenu là, il y a quelque chose comme autour d'un mois, que plusieurs appellent la pire cyberattaque de l'histoire du Canada. C'est une fuite de données extrêmement sensible dans les hôpitaux là, de patients et d'employés allant jusqu'à les 14 dernières années, des bases de données mal protégées qui étaient dans une suite logicielle là, qui est pourtant utilisée à travers là, dans plusieurs provinces canadiennes. Donc, ce qu'on constate dans tout ça, malheureusement, c'est que les hôpitaux et les autres ministères, etc., sont condamnés à jouer constamment une espèce de jeu là, de la taupe, à subir les attaques informatiques dans une sorte de spirale sans fin. Ce qu'on constate également, ce que je constate, c'est que, Monsieur le ministre, vous avez devant vous une espèce de mission impossible. Avec la rapidité de la multiplication des attaques, de la mobilité de la main-d'œuvre en contexte de télétravail, de la concurrence des salaires dans le privé pour le personnel, combinée avec la rareté de l'expertise. Par-dessus ça, vous devez composer avec le fait que les gouvernements, les ministères sont des structures relativement rigides qui font moins rêver les jeunes têtes que certains autres acteurs, qui ont des budgets restreints ou limités et dont le pouls est relativement lent pour l'industrie. Vous avez la mission de prendre une espèce de dinosaure et de le faire s'adapter à un monde en rapide évolution. En d'autres mots, M. Kerr, vous êtes en désavantage systémique. Ce que vous aurez à mettre sur pied, c'est le plus agile et le plus souple de tous les ministères. Et dans le contexte, il y a deux clichés qui valent la peine d'être gardés en tête.
Le premier, c'est le classique « vaut mieux prévenir plutôt que guérir ». Le deuxième, c'est la fameuse citation de Wayne Gretzky qui disait « patiner où la rondelle s'en va, pas là où elle est déjà ». C'est cliché, mais ça a le mérite d'être vrai, surtout dans le contexte auquel on fait face présentement. Pour sortir du cercle vicieux dans lequel on est, il va falloir faire preuve d'anticipation et d'adaptabilité. Pardon. Une des grandes avenues de solutions là, pour multiplier notre retour sur investissement, c'est de mettre à profit là, 2 éléments clés. C'est l'open source et la collaboration internationale. Donc, en formant une grande coalition internationale là, de partage de solutions, autant en cybersécurité qu'en développement logiciel, on multiplie les ressources et on divise les coûts. Donc, c'est une pierre, 2, 3, 4 coups. Plus on développe en code ouvert, plus on partage nos solutions, plus il y a de cerveaux qui s'impliquent, plus les solutions sont étudiées, utilisées, plus on permet la contribution ad hoc, plus les solutions s'améliorent, s'adaptent et s'actualisent. Plutôt que d'opérer dans une logique constamment en vase clos, plus classique, on pourrait très bien s'allier avec, exemple, l'Ontario, New York, la Finlande, qui que ce soit, et unir nos ressources pour combler nos besoins communs. Collaborer à l'international, partager nos solutions comme ça ne nous rend pas davantage dépendants sur les autres, en fait, ça nous rend davantage indépendants. Les développeurs québécois pourraient contribuer non seulement aux outils utilisés localement, mais aussi internationalement. Et ça, c'est le genre de choses, je pense, qui est extrêmement stimulant pour les communautés de développeurs et qui contribuerait grandement à la rétention, à l'attraction, à la rétention de la main-d'œuvre. Libérer nos systèmes en open source, ça coûte essentiellement rien. C'est une approche qui mettrait à profit l'expertise des experts d'ici et d'ailleurs, et plusieurs outils là, pourraient aussi d'ailleurs être réutilisés au municipal. Toujours sur le plan financier, on doit minimiser les dépenses extérieures. On doit chercher à minimiser le plus possible les dépenses extérieures, le moins de dollars possible qui doivent sortir du Québec. La pandémie a fait réaliser l'importance du local à bien des gens. Cultiver notre autonomie locale via les investissements locaux. Appliquer également le principe d'argent public égale code public partout où possible. Ce n'est pas possible dans tous les cas. Par contre, c'est un principe qu'on doit garder en tête ou qu'on doit chercher à appliquer davantage. Mettre à profit les PME aussi. Abaisser les barrières à l'entrée pour favoriser leur participation et pas celle seulement là, des grands géants étrangers qu'on connaît tous. C'est une façon assurée aussi de stimuler l'innovation québécoise. Et M. Kerr, vous avez brièvement mentionné en audience hier l'idée d'appel aux solutions publiques. Je pense qu'il y a là une extraordinaire possibilité là, à semer ou à explorer. Une espèce là, de place de marché gouvernemental, de services informatiques gouvernementaux optimisés pour faire travailler les entreprises innovantes d'ici sur les innombrables problèmes de nature publique. Je pense que ça vaut la peine d'être exploré davantage. Ensuite, au-delà de l'aspect plus strictement financier, je pense qu'il doit y avoir un certain changement de culture au gouvernement, entre autres sur la question de l'horizon là, technologique. C'est que les choix technologiques qu'on fait au gouvernement affectent directement la rétention de la main-d'œuvre et non seulement les budgets sur les 10 années à venir. Oui, il faut minimiser, évidemment, les choses comme les coûts de durée de vie, etc., mais il faut aussi maximiser le bien-être des développeurs. Et ça, le privé l'a compris. Les choix technologiques affectent ça grandement et vont être un facteur très important pour attirer et retenir les développeurs.
Ensuite, la sécurité doit commencer à faire partie de l'ADN du gouvernement, je dirais tout autant là, que, exemple, la langue française. Ça doit devenir un réflexe organisationnel à travers l'ensemble des ministères et toutes les décisions et les choix informatiques doivent être pris avec la sécurité en tête. Il faut également, malheureusement, être en constante préparation pour toute forme d'hostilité inattendue. Les menaces ne sont pas seulement là, russes ou chinoises comme dans les films. Elles peuvent aussi être québécoises, canadiennes ou américaines. Elles peuvent venir de nos alliés. Sachant qu'Obama espionnait Angela Merkel, sachant que les Britanniques ont espionné les communications de leurs alliés au sommet du G20 à Londres, sachant que Trudeau père espionnait René Lévesque, est-ce que Trudeau fils ou ses successeurs pourraient s'intéresser, par exemple, à François Legault, à Gabriel Nadeau-Dubois ou à tout autre successeur, sachant qu'Obama espionnait Petrobras, la pétrolière nationale brésilienne, à des fins commerciales pour faire bénéficier les États-Unis dans leurs négociations énergétiques commerciales avec le Brésil. Est-ce que les Américains, présentement, pourraient s'intéresser aux communications de Sophie Brochu? Ce qui nous amène à ce que certains angles morts, je pense, dans le projet de loi, il y a certaines questions qui demeure pour moi. Est-ce que ce nouveau ministère de la cybersécurité, est-ce que c'est ce ministère-là qui va être chargé de protéger les communications du premier ministre, du Conseil des ministres, de l'Assemblée nationale, de la présidente d'Hydro-Québec? Et qu'est-ce qu'il y en est de au-delà du gouvernement? Le projet de loi se limite au ministère, aux agences gouvernementales, mais dans un sens, c'est un peu comme si le ministère de la Santé soignait seulement les ministères. Les entreprises, les citoyens sont laissés de côté. On peut comprendre que ça serait un grand élargissement là, du mandat, mais ça demeure néanmoins problématique. Et un autre angle mort, je crois, c'est les municipalités. Elles ont les mêmes enjeux de cybersécurité, les mêmes enjeux de système informatique, pas les mêmes ressources. Elles peuvent et doivent apprendre les mêmes bonnes pratiques. Elles ont besoin d'accompagnement, que ce soit formation, prévention, inspection. Au-delà du ministère, là, en tant aussi que courtier info-nuagique, là, tel qu'il est prévu dans le projet de loi, ce qui touche essentiellement, là, juste, selon ma compréhension, juste les plus gros, là, Microsoft de ce monde, un espèce de courtier des PME technologiques mettrait à profit là, l'expertise locale de nos entreprises et pourrait l'étendre aux municipalités. Donc, une place de marché public pour services informatiques publics. Si le gouvernement du Québec est protégé, mais que la Ville de Montréal ne l'est pas, ou la Ville de Québec, on n'est pas particulièrement plus avancé. En conclusion? Oui, en conclusion, alors je soulevais simplement les points, les conseils de ville, les psychologues, les avocats, les comptables. Ce sont tous des points névralgiques qu'on doit garder en tête pour la protection long terme du Québec en matière de cybersécurité. Sur ce, je vous cède la parole et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci à vous, M. Lachance. Pour des fins procédurales, notre secrétariat nous informe que nous avons légèrement dépassé le temps prévu à l'horaire, donc nous aurons besoin de votre consentement éventuellement pour poursuivre au-delà de l'heure prévue. Il y aurait consentement. Très bien. Alors, à ce stade-ci, 2 collègues souhaitaient intervenir, la députée de Vaudreuil, bien sûr, et le député de Vanier. Alors, Monsieur le député de Vanier, souhaitiez-vous intervenir? Bonjour, Monsieur Lachance. Je trouve ça intéressant, votre présentation. Puis, en même temps, c'est plutôt rare que dans l'enceinte de la STAT, Wayne Gretzky est cité. Alors, vous avez touché la formule. Vous avez parlé de changement de culture. J'aimerais ça que vous élaboriez un petit peu plus sur le côté changement de culture en rapport avec le projet de loi 6.
Qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez qu'on pourrait insérer ça dans un projet de loi? Ben, je ne sais pas comment ça pourrait être inséré dans un article dans le projet de loi en tant que tel. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur le long terme, hein, si on essaie d'anticiper, là, si on regarde les 10 années à venir, de quoi est-ce qu'on a besoin dans la fonction publique québécoise, on a un des grands problèmes, et ça a été soulevé là, par nombre d'intervenants précédents, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on va attirer des gens, du personnel, des experts qualifiés? Il va y avoir, je pense que l'environnement de travail, l'environnement technologique, les choix technologiques qu'on fait, à qui on donne les mandats les plus intéressants, de quelle façon on opère à l'intérieur des équipes de développement, je pense que c'est susceptible de faire une différence énorme sur la capacité du gouvernement à attirer le meilleur personnel. Et ensuite de ça, l'autre chose, quand je dis un changement de culture, la sécurité doit prendre une beaucoup plus grande place dans les réflexions, non seulement au ministère de la cybersécurité, mais à travers tous les ministères. Ça doit devenir un réflexe organisationnel où est-ce que tout est pensé à travers cette lentille-là pour s'assurer qu'on fasse pas qu'il nous arrive pas qu'est-ce qui vient d'arriver à Terre-Neuve et qu'il nous arrive pas possiblement pire. Je vous remercie de votre témoignage. Je déduis en tes lignes que vous êtes enthousiaste par rapport au changement qu'apporte le projet de loi 6. Est-ce que je comprends bien votre intervention? Enthousiaste, c'est certainement le fait que ces ressources-là soient centralisées au sein d'un même ministère. Je pense que ça va être bénéfique pour l'État québécois à long terme, c'est certain. Ça démontre un certain sérieux. Ça va éviter, j'en suis sûr, les dédoublements là, de personnel ou de ressources ou de dépenses, etc. Ça va faire une espèce de guichet unique là, pour composer avec les enjeux informatiques. Donc, à prime abord, oui, effectivement, je salue l'apparition de ce nouveau ministère. Merci à vous. Je cède maintenant la parole au député de Saint-Jérôme. Merci, M. le Président. Monsieur Lachance, en fait, il y a une question qui m'est venue à l'esprit là, un peu spontanément quand vous avez parlé de la sécurité, par exemple, des communications du premier ministre ou de la présidente d'Hydro-Québec. Est-ce que, puis là, je mise vraiment sur votre expertise, là, je suis absolument pas expert dans le domaine. Est-ce que vous avez une compréhension, par exemple, d'avantages que pourrait avoir le fait que ce soit ce ministère qui s'occupe de la sécurisation des communications par rapport, par exemple, à la sécurité du Québec ou à des corps policiers? Est-ce que pouvez-vous préciser votre question? Donc, quand vous disiez, par exemple, que, bon, on a déjà vu de l'espionnage entre dirigeants d'État, même pour des fins commerciales avec les États-Unis qui espionnaient Petrobras. Donc, dans ce contexte-là, vous posiez la question, est-ce que le nouveau ministère en cybersécurité s'occuperait de s'assurer de la sécurisation des communications pour, par exemple, le premier ministre ou la PDG d'Hydro-Québec? Oui. Est-ce que vous avez une compréhension de quels seraient, mettons, disons, les avantages et les inconvénients que ce soit ce ministère-là qui s'en occupe plutôt qu'un corps policier? Je ne suis certainement pas spécialiste de la fonction publique ou du fonctionnement interne des ministères, etc. Je soulève la question parce que ce soit le mandat de ce nouveau ministère-là ou pas, ça doit être le mandat de quelqu'un et ça doit être pris extrêmement au sérieux et ça s'applique à beaucoup de gens, de personnes, d'employés, d'agences gouvernementales. Il y a énormément il y a un énorme volume de communication à sécuriser et ça doit faire davantage partie de notre culture que de protéger nos communications et de ne pas
d'arrêter d'être négligent des fois Ouais. sur ces questions-là. Je comprends. Donc, autrement dit, qu'on s'assure que la responsabilité soit donnée à quelqu'un. À la limite, le ministère peut s'assurer que quelqu'un le fasse de façon compétente, mais n'a pas à le faire lui-même, là. Non, effectivement, ça pourrait être au ministère de la Cybersécurité, ça pourrait être aussi à la Sécurité publique, en autant que ça soit à quelqu'un. D'accord. Merci à vous, chers collègues. Ça vous va? Je cède maintenant la parole à la députée de Vaudreuil, Merci, Monsieur le qui va Président. conclure cet échange. Oui, certainement, comme je fais depuis les derniers jours. Ben oui. Je l'apprécie. Avec brio, soit dit en passant. Merci, Monsieur le Président, je l'apprécie énormément. Deux petites questions. Ma première question va peut-être suivre dans la même logique là, que le député de Saint-Jérôme. On parlait là, d'espionnage de la PDG, entre autres d'Hydro-Québec ou même du premier ministre. Je me demandais, c'est quoi les références, en fait, sur quoi vous vous basez? C'est quoi les références qui vous amènent à dire qu'il y a de l'espionnage au niveau de la PDG d'Hydro-Québec ou du premier ministre? Bon, attention, je n'ai pas affirmé qu'il y avait de l'espionnage auprès de la PDG ou du premier ministre. J'ai soulevé des questions, j'ai nommé des exemples documentés historiques d'espionnage entre alliés, que ce soit entre différents pays ou pour des raisons commerciales, etc. Et je crois que ça doit être pris en considération. On doit se structurer nos organisations pour se protéger de ce qu'on perçoit comme étant des ennemis géopolitiques, mais aussi se protéger de menaces potentiellement internes ou à même le pays ou de nos alliés, etc. Je suggère en rien que Sophie Brochu est présentement espionnée. Bien, vous avez fait aussi référence là, à des entités là, névralgiques. Vous avez, puis ça a sonné tout de suite à mes oreilles parce que vous avez parlé du conseil municipal là, qui peuvent être justement des points névralgiques. Oui. Vous expliquez ça comment? Je comprends juste pas là, le lien, comment un conseil municipal pourrait devenir un point névralgique. J'ai nommé un exemple, une liste, le conseil de ville, les psychologues, des avocats, des comptables, etc. C'est que c'est des endroits où c'est des organismes ou organisations ou dans la société qui prennent des décisions extrêmement importantes dont les communications peuvent intéresser bien des gens. Les conseils de ville, peut-être qu'une petite municipalité nous paraît intéresser personne. Par contre, des conseils de ville de plus grandes villes, ça peut avoir... les communications de ces gens-là peuvent intéresser définitivement plusieurs et ça doit être pris en compte. Le ministre Kerr parlait du ministère de la Cybersécurité comme étant quelque chose qui allait mettre un périmètre de sécurité autour de l'État québécois et des agences gouvernementales. Je crois que ça devrait, philosophiquement, s'étendre aux municipalités aussi. En effet, le ministre Kerr là, nous a donné beaucoup d'informations là, pendant ces auditions. Croyez-vous que n'importe qui pourrait, entre autres, que n'importe qui peut être employé dans le domaine de la cybersécurité? Question simple comme ça. Est-ce que ça prend des qualifications en particulier pour être un expert ou être qualifié en cybersécurité? N'importe qui pourrait être un employé dans ce domaine-là. C'est une question, je pas une affirmation, là, une question. Je pense que comme dans tous les domaines spécialisés d'expertise de pointe, ça demande une certaine expérience. Je pense pas non qu'on puisse engager n'importe qui. C'est pas, par contre, un domaine où est-ce qu'il y a une espèce d'ordre professionnel et où est-ce que la formation académique est particulièrement nécessaire. Les meilleurs hackers n'ont pas appris à hacker à l'université, là. Et donc... Quelles compétences devrait avoir la relève? Parce qu'il va y avoir une relève, là, sûrement, là, où il va y avoir... quelles compétences on devrait rechercher, justement, entre autres, pour assurer la sécurité du gouvernement du Québec? La débrouillardise informatique.
Ben, ça, c'est pas rassurant parce que moi, je me débrouille, mais je suis vraiment pas une experte, là. Bon, écoutez, c'est un peu comme des développeurs logiciels. Hein. Ça prend une certaine maîtrise des concepts logiciels, des concepts réseautiques, aussi une certaine curiosité géopolitique et historique et philosophique. Très bien, j'ai pas d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Merci.